Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une, justement, ce tollé provoqué par la publication d'une vidéo par le ministre israélien d'extrême droite, de militants de la dernière flottille pour Gaza, après leur interception. La honte d'Israël, titre ce matin La Repubblica en Italie, où l'indignation, Pauline, est particulièrement vive. Dans une tribune titrée « Se questo è un ministro », si c'est un ministre, en référence évidemment au grand livre de Primo Levi, si c'est un homme, le quotidien exprime sa colère vis-à-vis d'Itamar Ben-Gvir. Dites-moi s'il est réellement un représentant digne et civilisé d'Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient, je cite, ou s'il est plutôt celui qui l'a détruit aux yeux du monde. Itamar Ben-Gvir, le ministre qui vient de déclencher une crise avec l'Italie. La Stampa indique que des magistrats italiens ont ouvert une enquête, notamment pour torture et enlèvement présumé. Pour Il Fatto Quotidiano, autre journal italien, ce nouvel acte de piraterie, je cite toujours, du gouvernement israélien n'a rien de surprenant tant il viole toutes les règles et toutes les conventions. L'arrestation de militants internationaux étant qualifiée de moindre mal du programme de Netanyahou qui a exterminé en 33 mois 75 000 Gazaouis et des milliers de Libanais. Quelles sont les réactions en Israël ? Le Figaro fait état, vous l'avez évoqué, du recadrage du ministre par Benjamin Netanyahou, une initiative rare contre un partenaire essentiel de la coalition du Premier ministre. Le journal évoque une séquence qui lance en Israël la campagne pour les législatives et qui illustre la stratégie de provocation permanente d'Itamar Ben-Gvir. Malgré ses outrances, observe le journal, Ben-Gvir demeure l'un des responsables politiques les plus populaires à droite, un responsable qui entend imposer ses thèmes, ses images et son vocabulaire, au risque d'isoler un peu plus Israël sur la scène internationale. Les provocations de Ben-Gvir, il faut le dire, sont accueillies dans un silence assourdissant du côté de la presse israélienne qui se contente de relater la colère et l'indignation internationale, à l'exception, comme toujours, du journal de gauche Haaretz, qui demande au ministre menteur d'Israël de laisser les flottilles tranquilles. Ben-Gvir, je cite, est peut-être plus grossier que d'autres, mais son comportement est conforme aux normes de l'Israël d'aujourd'hui, regrette le journal. Les violences et les humiliations infligées constituent une honte impossible à dissimuler. Et très loin de l'attention médiatique, la Sierra Leone a accueilli hier pour la première fois des migrants renvoyés par les États-Unis. La Croix rapporte que 25 ressortissants d'Afrique de l'Ouest sont arrivés à Freetown après que le gouvernement sierra-léonais a signé il y a moins d'une semaine un accord avec Washington acceptant d'accueillir jusqu'à 300 migrants d'Afrique de l'Ouest chaque année. C'est un accord qui est semblable à celui qu'ont déjà signé d'autres pays africains. Des expulsions qualifiées, Pauline, par une prof de droit public de sous-traitance d'une violation du droit international. Et en France, 6 jeunes ont été condamnés entre mars et avril pour un projet de départ collectif vers le Mozambique en proie à une insurrection djihadiste depuis 2017. Oui, Le Monde raconte que ces 6 jeunes avaient cherché à se rendre à Cabo Delgado, c'est une province du nord du Mozambique, pour rejoindre les rangs du groupe Shabab, qui est affilié à l'organisation État islamique, un projet baptisé Team Moussoul, et qui est présenté comme un cas unique en France, mais qui témoigne, d'après Le Monde, de l'importance croissante des contenus liés au Mozambique dans la propagande de l'organisation, qui en a fait un outil, un pays stratégique du Mozambique pour son rayonnement sur l'ensemble du continent africain. On parle de la justice en France, auprès de laquelle au moins 12 plaintes pour violences sexuelles présumées ont été déposées contre le chanteur Patrick Bruel. Mediapart, qui est à l'origine de toutes les révélations sur cette affaire, affirme que le parquet de Nanterre, qui doit centraliser l'ensemble des plaintes déposées en France, avait déjà reçu 9 témoignages de violences sexuelles présumées en 2019, mais qu'il avait classé, tout cela faute de preuves. Le Soir, en Belgique, évoque des accusations portées par une trentaine de femmes au total, en France donc, mais également en Belgique et au Canada. En Belgique, l'une d'entre elles, Karine Wieser, que vous voyez ici à côté de moi, a porté plainte. Elle a livré hier son témoignage à la presse. Elle décrit une agression aussi brutale que rapide alors qu'elle était attachée de presse en 2010. Ce tsunami de plaintes et de révélations provoque un tsunami de réactions également, très tranché. Le bourgmestre de Forest en Belgique donc demande, tout comme le maire de Paris, à Patrick Bruel de renoncer au concert qu'il avait
prévu de donner en octobre prochain dans sa ville. Le temps, je cite, de laisser agir la justice. Le Huffington Post cite d'ailleurs des fans du chanteur qui disent avoir déjà acheté leurs billets, mais qui ont désormais l'intention de les brûler. Selon Le Parisien aujourd'hui en France, l'artiste continue malgré tout de se produire presque comme si de rien n'était au théâtre à Paris en ce moment. Interrogée par Le Quotidien, Marie-Claude estime, elle, que certaines victimes présumées sont en mal de notoriété et disent qu'elles profitent de cette affaire pour se rendre célèbres. Le Parisien aujourd'hui en France, juste rapidement, qui explique les mécanismes derrière ces plaintes tardives. Pourquoi les victimes présumées mettent autant de temps à raconter ce qu'elles ont subi. Claire est l'une d'entre elles. Elle a été violée à 13 ans par l'un de ses voisins. Elle raconte que si elle témoigne seulement maintenant, c'est pour témoigner de ce qui lui est arrivé, mais qu'elle ne voulait pas jusque-là revivre cette violence parce que témoigner aujourd'hui, c'est accepter finalement que les faits ont réellement eu lieu. Merci beaucoup.